Un après-midi que j'étais attablé devant le Café de la Paix, à contempler splendeurs et misères de la vie parisienne, et que, tout en buvant mon vermouth, je m'interrogeais sur le singulier panorama d'orgueil et de pauvreté qui se déployait sous mes yeux, je m'entendis appeler par mon nom. Je me retournai et découvris Lord Murchison. Comme nous ne nous étions plus revus depuis l'époque où nous étions ensemble au collège, presque 10 ans plus tôt, je fus ravi de le rencontrer, et nous échangeâmes une chaleureuse poignée de main. À Oxford, nous avions été liés d'une grande affection. Je l'avais infiniment aimé, tant il était beau, gai et plein de dignité. Nous avions coutume de dire qu'il eût été le meilleur des camarades s'il ne disait toujours la vérité, mais je crois que nous l'admirions davantage encore à cause de sa franchise. Je le trouvais fort changé. Il semblait angoissé, désorienté et comme hanté par un doute. J'étais convaincu qu'il ne pouvait s'agir du scepticisme moderne, car Murchison, conservateur de la plus belle eau, croyait au Pentateuque aussi fermement qu'en la chambre des pères. J'en conclus qu'il s'agissait d'une femme, et lui demandai s'il était déjà marié. « Je ne comprends pas assez les femmes, » répondit-il. « Mon cher Gérald, les femmes sont faites pour être aimées, non pour être comprises. »« Sans sincérité, l'amour pour moi est impossible, » répliqua-t-il. « J'ai le sentiment qu'il existe un mystère dans ta vie, Gérald, » m'exclamai-je. « Parle-moi de ce mystère. »« Prenons une voiture, » répondit-il. « Il y a trop de monde ici. Non, pas un fiacre jaune, n'importe quelle autre couleur. Voilà, ce vert foncé ira très bien. » Quelques instants plus tard, nous trottions le long du boulevard en direction de la Madeleine. « Où allons-nous ? » ?»« Où tu voudras, qu'importe, » répondit-il. « Au restaurant du Bois, nous y dînerons, et tu me diras tout de ta vie. »« J'ai envie que tu me parles de toi d'abord. Explique-moi ton mystère. » De sa poche, il sortit un petit portefeuille de maroquin, à fermoir d'argent, qu'il me tendit. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait la photographie d'une femme grande et mince, à laquelle ses grands yeux rêveurs et ses cheveux dénoués donnaient quelque chose d'étrangement pittoresque. Elle avait l'allure d'une visionnaire et était enveloppée de riches fourrures. « Que penses-tu de ce visage » demanda-t-il. « Est-il sincère ?» Je l'examinai avec le plus grand soin. Il paraissait appartenir à la détentrice de quelques secrets. Mais ce secret était-il bénéfique ou maléfique ? J'étais incapable de le dire. Sa beauté, où se fondaient bien des mystères, était de nature psychologique et non plastique, et le léger sourire qui errait sur ses lèvres était bien trop ténu pour exprimer une réelle douceur. « Eh bien, s'écria-t-il impatiemment, qu'en dis-tu ? » « C'est la Joconde en manteau de zibeline, » répondis-je. « Parle-moi d'elle. »« Pas maintenant, après dîner. » Et il se mit à parler d'autre chose. Lorsque le garçon nous apporta notre café et nos cigarettes, je rappelai à Gérald sa promesse. Il se leva de son siège, parcourut 2 ou 3 fois la pièce de long en large, puis, se laissant tomber dans un fauteuil, me raconta l'histoire suivante. Un soir, vers 5 heures, me dit-il, je descendais Bond Street. Il se produisit un terrible embarras de voitures, et la circulation fut presque interrompue. Tout près du trottoir se trouvait un petit coupé jaune qui, Dieu sait pourquoi, attira mon attention. Lorsque je le dépassai, apparut le visage que je t'ai montré cet après-midi. Immédiatement, il me fascina. Je passai la nuit entière à en rêver, et tout le jour qui suivit. Je parcourus de haut en bas l'allée maudite, scrutant chaque voiture dans l'attente du coupé jaune, mais je ne pus retrouver ma belle inconnue, et tout compte fait, commençai à penser qu'il ne s'était agi que d'un rêve. 1 semaine après environ, je dînais chez Madame de Rastail. Le dîner devait avoir lieu à 8 heures, mais à 8h30, nous étions encore au salon. Le domestique finit par ouvrir la porte et annonça Lady Alroy. C'était la femme que je cherchais. Elle entra très lentement, l'air d'un rayon de lune enveloppé d'une dentelle d'argent, et pour ma plus grande joie, on me pria de la conduire à table. Lorsque nous fûmes assis, je remarquai fort innocemment. « Lady Alroy ? Il me semble vous avoir aperçu dans Bond Street il y a quelque temps. » Elle devint très pâle et me répondit à voix basse. «
Ne parlez pas si fort, je vous en prie, on pourrait vous entendre. » Désespéré par un si mauvais début, je me jetai à corps perdu dans des considérations sur le théâtre français. Elle parlait fort peu, toujours de la même voix basse et musicale, et paraissait craindre qu'on nous écoutât. J'en devins passionnément, follement amoureux, et l'indéfinissable aura de mystère qui l'entourait excita en moi la curiosité la plus ardente. Lorsqu'elle prit congé, immédiatement après le dîner, je lui demandai si je pouvais lui rendre visite. Elle hésita un instant, regarda autour d'elle pour voir si personne ne se trouvait près de nous, et finit par dire « Oui, demain à 5h moins le quart. » Je suppliai Madame de Rastail de me parler d'elle, mais appris en tout et pour tout qu'elle était veuve et possédait une belle maison dans Park Lane. Là-dessus, un savant importun se lança dans une dissertation sur les veuves pour démontrer que le conjoint survivant était immanquablement le mieux fait pour le mariage. Je m'en allai et retournai chez moi. Le lendemain, j'arrivai à Park Lane à l'heure dite, mais le majordome m'indiqua que Lady Alroy venait de sortir. Fort malheureux et extrêmement intrigué, je descendis au club. Après mûre réflexion, je lui écrivis une lettre lui demandant de m'autoriser à tenter ma chance un autre après-midi. Je n'eus pas de réponse pendant plusieurs jours, mais finis par recevoir un billet disant qu'elle serait chez elle dimanche à 4h et qui s'achevait par cet extravagant post-scriptum: « Je vous prie de ne plus jamais m'écrire. Je vous expliquerai pourquoi lorsque nous nous verrons. » Le dimanche, elle me reçut et se montra parfaitement charmante. Mais quand je pris congé, elle me supplia, au cas où je lui écrirais encore, d'adresser ma lettre à Mrs. Knox, aux soins de la bibliothèque Whittaker, Green Street. Il est de certaines raisons pour lesquelles je ne peux recevoir de courrier chez moi. Je la vis beaucoup durant toute la saison, et jamais elle ne se départit de son aura de mystère. Parfois, je songeais qu'un homme la tenait en son pouvoir, mais elle paraissait tellement inaccessible que je ne parvenais pas à y croire. En vérité, il était extrêmement difficile pour moi d'arriver à une conclusion, car elle ressemblait à l'un de ces étranges cristaux que l'on voit dans des musées, et qui, un instant translucides, s'obscurcissent le moment d'après. Pour finir, je me décidai à lui demander de devenir ma femme. J'étais las du secret qu'elle imposait à toutes mes visites, et aux quelques lettres que je lui envoyais. Je lui écrivis à la bibliothèque pour lui demander si elle pouvait me recevoir le lundi suivant, à 6h. Elle répondit que oui, et je fus transporté au 7e ciel. J'étais entiché d'elle, en dépit de son mystère, pensai-je alors. À cause de ce mystère même, je m'en rends compte maintenant. Mais non, c'était la femme que j'aimais. Le mystère me troublait, m'affolait. Pourquoi le hasard m'avait-il mis sur sa piste? « Tu l'as donc découvert ?» m'écriai-je. « Je le crains, répondit-il. Tu vas en juger par toi-même. » Le lundi venu, je déjeunais avec mon oncle, et vers 4h, je me trouvais dans Marylebone Road. Tu sais que mon oncle habite Regent's Park. Je voulus gagner Piccadilly en coupant à travers une série de ruelles sordides. Soudain, j'aperçus devant moi Lady Alroy. Le visage dissimulé par un épais voile, elle marchait à vive allure. Arrivée devant la dernière maison de la rue, elle monta l'escalier, sortit une clé et entra. « Voilà le mystère », me dis-je en me précipitant pour examiner la maison. On aurait dit un de ces immeubles où se louent des appartements. Sur le palier gisait son mouchoir qu'elle avait laissé tomber. Je le ramassai et le mis dans ma poche, puis délibérai sur la conduite à adopter. Ayant conclu que je n'avais aucunement le droit de la surveiller, je me fis conduire au club. À 6h, je me présentai chez elle. Elle était étendue sur un divan, en robe d'après-midi de tissu argenté, que relevait une agrafe sertie de quelques-unes de ces étranges pierres de lune qu'elle portait toujours. Elle paraissait délicieuse. « Je suis bien heureuse de vous voir, dit-elle. Je ne suis pas sortie de la journée. » Je la contemplais avec stupéfaction. Puis sortit le mouchoir de ma poche et lui tendit. « Cet après-midi, vous avez laissé tomber ceci dans Cumnor Street, Lady Alroy, dis-je fort calmement. Elle me regardait, l'air terrorisé,
mais ne tenta pas de prendre le mouchoir. « Que faisiez-vous là-bas » demandai-je. « De quel droit me questionnez-vous » répliqua-t-elle. « Du droit d'un homme qui vous aime. Je suis venu vous demander de devenir ma femme. » Elle enfouit sa tête entre ses mains et éclata en sanglots. « Il faut tout me dire, » continuai-je. Elle se leva, me regarda droit dans les yeux et déclara « Lord Murchison, je n'ai rien à vous dire. »« Vous alliez à la rencontre de quelqu'un, c'est cela votre mystère. » Elle devint affreusement pâle. « Je n'allais à la rencontre de personne. »« Ne pouvez-vous pas me dire la vérité » m'exclamai-je. « Je viens de vous la dire. » J'étais comme fou, je ne tenais pas en place, je ne sais plus ce que je lui dis, mais ce furent des choses abominables. Je finis par me ruer hors de la maison. Le lendemain, elle m'écrivit une lettre. Je la lui retournai sans l'ouvrir et partis pour la Norvège avec Alan Colville. Je revins au bout d'un mois, et la première nouvelle que je lus dans le Morning Post fut celle de la mort de Lady Alroy. Elle avait pris froid à l'opéra et était morte 5 jours plus tard d'une congestion pulmonaire. Je m'enfermai et ne vis personne. Je l'avais tant aimée, je l'avais aimée à la folie, Dieu du ciel, comme j'avais aimé cette femme. « Tu es retourné dans cette rue, dans cette maison ?»« Oui. Un jour, je suis allé à Cumnor Street. Je ne pus m'en empêcher. Le doute me tenaillait. Je frappai à la porte et une femme à l'air honorable m'ouvrit. Je demandai si elle avait un appartement à louer. « Eh bien, monsieur, répondit-elle, en principe, les salons sont loués, mais je n'ai pas vu la dame depuis 3 mois. Puisque le loyer est dû, vous pouvez les avoir. »« S'agit-il de cette femme ?» demandai-je en montrant la photographie. « Oui, c'est bien elle, s'exclama-t-elle. Quand reviendra-t-elle, monsieur ?»« Cette femme est morte. »« Oh, monsieur, pourvu que ce ne soit pas vrai, dit-elle. C'était ma meilleure locataire. Elle me payait 3 guinées par semaine, rien que pour s'asseoir dans mes salons de temps en temps. »« Y rencontrait-elle quelqu'un ?» demandai-je. Mais la femme m'assura que ce n'était pas le cas, qu'elle venait toujours seule et ne voyait personne. « Que diable faisait-elle ici ?» m'écriai-je. « Elle restait assise au salon, monsieur. Elle lisait des livres et, quelquefois, prenait le thé. » Je ne savais que dire. Je lui laissai un souverain et m'en allai. Qu'est-ce que tout cela voulait dire selon toi ? Tu ne crois quand même pas que cette femme disait la vérité ? Si. Dans ce cas, qu'allait donc y faire Lady Alroy ? Mon cher Gérald, répondis-je, Lady Alroy était tout bonnement une femme qui avait la manie du mystère. Elle louait ses pièces pour le plaisir de s'y rendre, avec son voile baissé, et de s'imaginer qu'elle était une héroïne. Elle avait une passion pour le secret, mais ce n'était qu'un sphinx sans secret. Le crois-tu vraiment ? J'en suis certain. Il sortit le porte-cartes de Maroquin et contempla la photographie. Je me demande, finit-il par dire,